Ouais. Bon. Mais ça tourne. Salut la compagnie. Désolé. Alors, ce week-end de la Pentecôte, ça s'est bien passé? Bien reposé? Bon, certains d'entre vous ont un peu halluciné avec mes dernières vidéos. Je crois qu'il est temps de faire un petit bilan d'étape. Rappelez-vous, j'ai commencé l'année 2022 en vous exposant pourquoi le contrat devait d'abord être vu comme un symbole. Puis, dans ma vidéo intitulée « Symbole, parole, coopérons », je vous ai raconté comment, pendant toute la fin de l'année 2021, j'avais été obsédé par l'étymologie de ce mot « symbole » et comment j'en étais arrivé à la conclusion qu'il remontait à la révolution paléolithique, c'est-à-dire à il y a plus de 50 milliers d'années. Dans la vidéo qui a suivi, celle intitulée « Loi des parties ou Alliance du partage », j'y suis allé encore plus fort. Galette de pain azime et os de mouton en main, je vous ai cette fois raconté comment la symbolique et les rituels de partage remontaient, eux, probablement à l'apparition des premiers hominidés il y a 2 millions d'années. Après cette plongée dans les abysses de l'histoire de notre espèce, dans mes vidéos sanglantes, intitulées « Angoisse, bonne forme et rituel », je suis remonté plus près de nous, au néolithique, il y a 10 000 ans de cela, en vous racontant, cette fois, comment les dieux de l'Antiquité avaient émergé des rituels de coopération du Paléolithique. Et enfin, dans ma dernière vidéo, tournée à l'occasion de la Pentecôte, je vous ai raconté comment les textes et les rituels des 3 religions monothéistes gardaient le souvenir de la révolution néolithique au Proche-Orient. Bref, comme vous pouvez le constater, je suis devenu plutôt bon pour raconter des histoires. Tellement bon que vous n'avez probablement pas perçu toutes les implications de ces plongées répétées au Paléolithique. Allez, dans cette vidéo, il est temps que je vous explique ce qui se cache derrière toutes ces histoires et surtout ce que cela implique concrètement pour votre entreprise. A tout de suite. Bonjour, je suis Emmanuel Ifingan et depuis 2014, soit depuis plus de 8 ans maintenant, je développe une solution conçue pour faciliter la coopération entre les entreprises. Depuis 2018, j'ai échangé en vain avec des centaines de dirigeants et de dirigeantes de grandes entreprises françaises en leur expliquant que la bureaucratie, l'inertie, la démotivation étaient directement liées à la centralisation de leur processus de gestion. Et pourtant, malgré tous mes efforts, aucune grande entreprise française n'a même été capable de tester cette nouvelle approche. Qu'est-ce qui bloque ? Globalement, l'incapacité des grandes organisations à s'ouvrir sur l'extérieur. Car l'ouverture de l'entreprise, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un sujet interdisciplinaire qui implique les directions financières, juridiques, achats, transformation, sans oublier les directions opérationnelles, à tel point que même les PDG sont dépassés par l'ampleur du sujet. Et c'est parce que j'étais confronté à un tel blocage que j'ai décidé en 2020, en plein confinement, de me tourner vers le grand public pour expliquer l'immense enjeu de la coopération et de la fluidification des échanges interentreprises. Cette démarche de vulgarisation a d'abord porté sur le droit, l'informatique, la gestion, domaine que je connaissais bien pour les pratiquer depuis plus de 20 ans. Mais petit à petit, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi à la linguistique et à l'anthropologie, sans jamais perdre de vue mon objectif premier, libérer le potentiel des organisations par la coopération. Jusqu'à ce qu'un jour d'automne 2021, je découvre dans un moment de révélation que le langage de la contractualisation et de la coopération plonge en fait ses racines au plus profond de l'histoire de notre espèce, découverte dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Allez, au boulot. Bon, je déjeunais l'autre jour avec des clients qui m'expliquaient combien il était difficile de recruter des talents face au pouvoir d'attraction des licornes et de toutes ces startups aux caisses bien pleines. On se disait qu'il était bien loin le monde d'avant, le monde du chômage de masse, le monde où les patrons de compagnies pétrolières n'étaient pas encore obligés de s'afficher en bras de chemise sur les réseaux sociaux pour faire valoir la bonne conscience écologique et sociétale de leur entreprise. Ah, ces réseaux sociaux! Quel changement depuis mon enfance, les années 80, l'époque bénie des marketeurs, des médias de masse et de la grande distribution. On n'avait pas trop vu le coup venir. En 2000, avec Internet et l'e-commerce, on se disait simplement qu'on passerait au marketing ciblé, personnalisé ou relationnel. Qui aurait pu imaginer que le marketing tel que nous le connaissions allait en fait tout simplement disparaître, trop compliqué, trop cher, trop difficile à suivre. Que se cachèteraient désormais les consommateurs et aussi de plus en plus les acheteurs professionnels, ce ne serait plus le produit et ses avantages, mais l'histoire que votre entreprise est capable de raconter sur les réseaux sociaux et dans la presse à ses clients, ses employés et ses fournisseurs. Mais si, vous savez, l'histoire avec un grand H, celle des hypermarchés qui se voient en preux chevaliers défendant le pouvoir d'achat des foyers les plus modestes, celle des entreprises de télécommunications qui nous racontent qu'ils nous rapprochent les uns des autres, celle des fournisseurs d'énergie qui nous racontent qu'ils bâtissent un monde plus vert, ou celle des vendeurs de cosmétiques qui nous racontent qu'ils nous rendent plus beaux et plus jeunes. Ça vous fait sourire ces histoires qui semblent un peu factices ?
Vous ne devriez pas. Raconter une histoire enthousiasmante et crédible est en effet devenu un enjeu critique pour la survie des grandes organisations et la longévité de leurs dirigeants. Car elles ont toutes compris que sans cela, elles auraient de plus de mal à convaincre leurs clients, leurs collaborateurs et même leurs fournisseurs et leurs partenaires financiers. En fait, à une époque où tout se copie et tout circule, que ce soit les clients, les produits, les idées, les employés ou les technologies, la seule chose qui peut être difficilement copiée, alors que paradoxalement elle est faite pour circuler, c'est l'histoire que raconte votre entreprise. Et oui, comme je l'expliquais à mes chers clients avec qui je déjeunais l'autre jour, pouvoir raconter une histoire enthousiasmante et crédible est en quelque sorte l'avantage compétitif ultime. C'est ce qui permet d'attirer des talents sans chasseur de tête, de toucher vos prospects sans publicité et de bâtir une marque puissante à moindre coût. Tout ça grâce à la faculté qu'ont les bonnes histoires de se propager sur les réseaux sociaux. Ce pouvoir des histoires que l'on raconte, ce qu'on appelle le storytelling, est bien connu du monde de l'entreprise. Comme l'écrivait en 2012 Carmine Gallo, un maître en la matière, nous sommes tous des conteurs d'histoires nées, mais nous perdons bizarrement cette faculté quand nous entrons dans le monde de l'entreprise. En particulier quand nous passons en mode présentation PowerPoint et qu'on oublie que la façon la plus efficace de transmettre de l'information est de s'appuyer sur l'émotion que véhiculent les histoires. Mais justement, c'est quoi précisément le storytelling ? Selon Wikipédia, c'est une méthode de communication née dans les années 90 qui consiste à essayer de faire naître au sein des organisations ou du public une ou plusieurs histoires à fort pouvoir de séduction et de conviction, selon le principe que l'émotion rend plus réceptif, avec l'utilisation d'une trilogie, capter l'attention, stimuler le désir de changement et dans un dernier temps seulement, emporter la conviction par l'utilisation d'arguments raisonnés. Si vous suivez mes vidéos, cette structure narrative doit vous rappeler quelques souvenirs. Dit comme ça, le storytelling, ça a l'air hyper moderne. Et pourtant, c'est vieux comme le monde. Ou au moins comme notre espèce, Homo sapiens, qui date d'il y a environ 300 000 ans. À tel point que notre cerveau a été façonné par les histoires. Un chercheur en neurosciences, Uri Hasson, a par exemple observé que lorsque l'on racontait ou qu'on écoutait une histoire, les zones activées et les ondes cérébrales du cerveau de celui qui raconte et de celui qui écoute se synchronisaient, comme si les deux cerveaux étaient branchés l'un à l'autre. Et si raconter des histoires semble être si profondément ancré en nous, c'est d'abord parce que ce sont les histoires qui permirent au langage de se sophistiquer à un point tel qu'il rendit possible les deux grandes révolutions de l'histoire de notre espèce, que furent la révolution paléolithique, il y a entre 50 et 100 000 ans, et plus près de nous, il y a 10 000 ans, la révolution néolithique dont je vous parlais dans mes dernières vidéos. Ensuite, grâce aux métaphores et à l'analogie, raconter des histoires, c'est ce qui permit à nos ancêtres de transmettre des savoir-faire et des technologies, comme par exemple la production du feu ou la taille des silex. Mais c'est surtout ce qui leur permit de libérer leur potentiel de coopération. Car, comme tout le monde le sait, les histoires ont toujours une morale. Et ces morales ont permis de constituer un cadre de référence et des bonnes pratiques partagées par tous, conditions nécessaires pour catalyser l'émergence de comportements coopératifs. Voilà pourquoi depuis la nuit des temps, nous grandissons dans un monde d'histoires, nous racontons des histoires et nous racontons des histoires que nous ne comprenons qu'à moitié en général. Mais ce qu'il y a de troublant avec toutes ces histoires, c'est qu'elles nous semblent toutes finalement assez récentes. Pensez-y un peu. Quelles que soient nos traditions et nos origines, les histoires qu'on nous a transmises semblent toutes se dérouler dans un passé récent. Même les histoires les plus anciennes, comme par exemple celles que nous raconte la Bible, semblent se dérouler dans un monde qui n'a que quelques milliers d'années, où les métaux, le bétail circulent, alors que nous savons qu'Homo sapiens avait déjà 300 000 ans lorsque ces textes furent écrits. Est-ce que cela signifie que l'homme a raconté des histoires au néolithique ? Nous nous doutons bien évidemment que non. Mais alors, comment expliquer ce trou noir du paléolithique ? Et si en fait, comme le dit Michel Berger dans sa chanson, le monde était stone ? Et si en fait, sans que nous en soyons conscients, tous nos mythes, en particulier ceux de la Bible ou du Coran, ne remontaient pas à un passé récent, mais au contraire, à l'âge de pierre, il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années. Et si en fait, pour terminer, ces textes que sont la Bible, le Coran et les grands textes de l'Antiquité, nous permettaient d'accéder à l'univers mental et aux histoires de nos ancêtres, non pas d'il y a 10 000 ans, mais d'il y a 100 000 ans, voire plus. Ma grande idée, qui me vint en novembre 2021 lorsque je cherchais l'étymologie du mot symbole, c'est que ce trou noir que nous percevons en remontant du néolithique au paléolithique est d'abord et avant tout un effet d'optique, un biais cognitif
qui est probablement le plus important de l'histoire de l'humanité. Cette grande idée, je lui ai donné un nom, l'ère mytholithique. Inutile de chercher sur Wikipédia, l'ère mytholitique, ça n'existe pas sur Internet, ou en tout cas pas encore. Derrière cette expression, il y a l'idée que nous vivons depuis l'émergence de notre espèce, il y a 300 000 ans, dans une seule et même époque mythologique, et qu'il est possible d'accéder à l'univers mental et à l'histoire de nos ancêtres au Paléolithique à partir de l'étude des rituels, du langage et des mythes de l'Antiquité. Oui, je sais, ça vous paraît totalement farfelu et inimaginable, je comprends, vous êtes très nombreux dans ce cas, c'est normal, je suis probablement le premier être humain à avoir osé le penser et le dire. Vous allez voir, ça n'est pas si farfelu que ça en a l'air, il suffit de se replacer juste avant la révolution néolithique en reprenant mon petit tableau blanc et ces pins multicolores que je vous présentais dans ma dernière vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ce tableau représente l'explosion démographique au néolithique qui vit la population mondiale passer d'environ 4 millions d'habitants 9000 ans avant notre ère à 200 millions d'habitants au début de notre ère et où les cultures et les langues représentées par ces pins multicolores se sont fragmentées. Le plus intéressant dans ce tableau, ce ne sont pas tous ces pins multicolores, ce sont les pins violets tout au début, juste avant la révolution néolithique, où pendant des centaines de milliers d'années, la planète ne comptait que quelques centaines de milliers d'Homo sapiens, essentiellement situés en Afrique. Je ne vous décrirai pas pour le moment tous les détails de cette culture paléolithique, mais disons, pour résumer, que si nous devions remonter 100 000 ans en arrière, cette culture paléolithique nous paraîtrait comme compacte, pâteuse, un peu comme cette pâte à modeler pour enfants. L'homme ne se pense alors pas comme distinct de l'animal, la relation de causalité n'est pas encore perçue comme telle, et beaucoup de concepts qui aujourd'hui sont distincts ne le sont pas. Tout est mélangé, et le langage est aussi bien moins fluide et constitué de sons qui s'enchaînent sans trop de syntaxe. Il n'empêche que la structure et la culture des groupes humains étaient déjà très complexes avant même qu'Homo sapiens ne sorte d'Afrique il y a environ 70 000 ans, avec des bandes et des tribus qui étaient connectées les unes aux autres par des relations d'échange et de parenté. Et si nous savons que la culture de nos ancêtres était déjà très complexe, c'est parce qu'ils ont laissé de très nombreuses traces matérielles qui ne semblent avoir aucune autre utilité, si ce n'est symbolique ou rituelle. C'est par exemple le cas de l'ocre, cette poudre rouge dont on retrouve les premières traces d'utilisation il y a environ 250 000 ans, ou encore le fait que certains endroits étaient occupés de façon répétée, sans pour autant être des lieux de vie domestique. Comment ? Tout ceci ne vous explique pas comment il est possible d'accéder à la culture paléolithique en lisant la Bible ou le Coran ? Décidément, vous êtes très pressé. L'humanité a attendu 300 000 ans pour faire cette découverte et vous n'avez même pas la patience d'attendre quelques minutes. Mais je comprends, votre temps est très précieux. Passons donc aux choses sérieuses et à ce que j'appelle les 3 grands principes du mytholitique. Le premier principe, et ça ne vous étonnera pas si vous suivez mes vidéos, c'est la coopération. Je vous en parlais à l'instant lorsque je vous expliquais que les mythes avaient permis la constitution de cadres de référence partagés par tous. La coopération, c'est fondamental dans l'évolution des hominidés depuis 2 millions d'années. Et c'est d'abord parce qu'ils étaient des facteurs sous-tendant cette coopération que les rituels, le langage, les symboles et les mythes ont pu traverser le Paléolithique et nous parvenir relativement inchangés. Le deuxième grand principe du mytholitique, c'est ce que j'appelle la lutte contre l'oubli fondamentale dans les sociétés orales. C'est assez difficile à appréhender pour nous qui berçons dans une culture de l'écrit depuis des milliers d'années, moi le premier. Mais il faut comprendre, là encore, que l'histoire des hominidés, c'est aussi évidemment une histoire de transmission. Le langage, les rituels, les symboles et les mythes, c'est ce qui a permis à nos ancêtres de répondre à cette question cruciale: comment transmettre fidèlement aux générations futures ce que les générations précédentes ont laborieusement défriché. Je reviendrai plus longuement dans une prochaine vidéo sur l'oralité et cette lutte contre l'oubli. Mais disons juste pour attiser votre curiosité que certains grands principes de la linguistique moderne vont devoir être revus de fond en comble d'ici quelques mois. Le troisième grand principe, c'est celui d'une culture originelle, globalement homogène et unifiée. C'est un point qui n'a rien d'évident et qui est même plutôt une hérésie aujourd'hui. Pour la plupart des anthropologues, en effet, cette idée qu'à l'origine, l'humanité était une,
tant d'un point de vue génétique que culturel, et globalement un mythe, pour ne pas dire une belle histoire à dormir debout. Et pourtant, il s'agit d'après moi d'une erreur fatale, et pourtant bien connue, qui consiste à transposer au Paléolithique ce que nous savons des chasseurs-cueilleurs modernes, dont l'anthropologie a montré l'incroyable diversité. Je reviendrai plus longuement sur les limites de l'anthropologie moderne dans ma prochaine vidéo, mais je ne vous dis qu'une chose, notre Claude Lévi-Strauss national n'a qu'à bien se tenir. En attendant, pour comprendre pourquoi, à l'origine, l'humanité baignait dans une culture commune, il suffit simplement d'inverser la flèche du temps dans cette dynamique de fragmentation culturelle que je vous exposais dans ma dernière vidéo. De la même manière que plus le néolithique se déroule, plus la complexité culturelle augmente du fait de la croissance démographique et de la fragmentation culturelle. Inversement, en remontant du néolithique au paléolithique, la population se réduit et la culture s'unifie, exactement comme le disent le Coran et l'Ancien Testament dans le mythe de la tour de Babel et de la fragmentation linguistique. Avant le néolithique et le stockage, la seule fragmentation culturelle qui existait était celle liée à la rupture de communication entre grandes zones de peuplement, du fait par exemple du réchauffement climatique, de la montée des eaux et du peuplement par les côtes d'Eurasie sur lequel je reviendrai bientôt. Mais tant qu'une zone restait globalement connectée, les mythes, les rituels, le langage, bref la culture s'y transmettaient globalement sans trop de perte d'informations, comme l'atteste d'ailleurs la grande stabilité dans le temps et la grande homogénéité dans l'espace de la culture matérielle au Paléolithique. Cette transmission s'appuyait sur de larges réseaux qui couvraient des milliers de kilomètres et fut pendant longtemps le seul moyen de conserver ces connaissances dans cette bibliothèque primordiale qui était constituée des cerveaux humains à une époque où la Terre entière ne comptait pas plus d'Homo sapiens que le 15e arrondissement de Paris. Dit autrement, et afin que tout soit très clair, pendant très longtemps, les premiers Homo sapiens se considéraient tous comme des frères et sœurs et n'hésitaient pas à partager leurs connaissances entre eux, car il en allait de la survie de l'espèce qui n'était pas la seule espèce d'hominidés, loin de là. Et ce n'est probablement qu'à partir de la révolution paléolithique, soit il y a entre 50 et 120 000 ans, que les premiers clans se sont formés et que la culture a commencé à se fragmenter. Bon, maintenant que vous avez compris ces trois principes du mytholithique que sont la coopération, la lutte contre l'oubli et une culture d'origine unifiée, il est temps de vous expliquer un peu plus cette méthode qui permet, à partir des textes et des mythes de l'Antiquité, non seulement de reconstruire une culture paléolithique vivante, mais aussi de trancher certains débats historiques et anthropologiques, tout en ouvrant de nouvelles pistes de recherche archéologique. La méthode est assez simple, vous allez voir. Il s'agit, en partant de nos connaissances les plus récentes en paléoanthropologie, de considérer que ce n'est pas la culture néolithique qui se crée, mais la culture paléolithique qui se transforme. Ou comme le disait Lavoisier, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça vous étonne ? Ça ne devrait pas. Inutile d'être un grand savant pour savoir que dans le domaine culturel, que ce soit l'art, les mythes, les rituels ou le langage, la création, c'est toujours un réassemblage d'éléments existants. Ou comme le dit Coëlette, l'Ecclésiaste, au IIIe siècle avant notre ère, vanité des vanités, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, rien de nouveau sous le soleil. Et pour en revenir à ma fameuse méthode, il s'agit donc de procéder à une relecture des mythes des textes antiques en les considérant non pas comme des mythes du néolithique, mais comme des mythes du paléolithique qui ont été rénovés et réactualisés au néolithique au moment où se constituaient des cultures qui englobaient les frontières tribales. Et c'est parce que ces mythes ont été en perpétuelle rénovation et réactualisation que l'humanité a toujours cru qu'elle vivait dans un monde qui n'avait que quelques milliers d'années, comme vous pouvez par exemple le voir sur ces pions jaunes. Ça y est, vous avez compris pourquoi je fais désormais tant référence aux textes de la Torah, du Coran et du Nouveau Testament dans mes vidéos ? Ça n'a rien à voir avec une certaine anthropologie juive avec laquelle je chatouillais votre sensibilité à la question juive dans ma dernière vidéo. Si ces textes seront bientôt considérés comme fondamentaux par tous les anthropologues et paléoanthropologues du monde entier, c'est pour trois excellentes raisons. La première, c'est parce que la région du Levant et la péninsule arabique occupent une place clé dans l'histoire de notre espèce. Non seulement parce que la révolution néolithique y trouve son origine il y a environ 10 000 ans, mais surtout parce que c'est par là
que passa il y a 70 000 ans Homo sapiens pour coloniser le monde entier à partir d'Afrique. La seconde, c'est que cette région nous a légué, avec la Bible, le Coran et les autres textes de Mésopotamie, une trace écrite de la façon dont les hommes et les femmes percevaient leur histoire alors qu'ils baignaient encore dans une culture essentiellement orale. Et la dernière, et je sais que les juifs, les chrétiens et les musulmans auront un peu du mal à le croire, à en juger par l'histoire des derniers siècles, c'est que pendant 70 000 ans, cette région fut un de ces espaces géographiques et écologiques unifiés dans lequel la culture pouvait circuler sans encombre. Et c'est cette circulation qui permit au mythe d'être fidèlement transmis pendant des dizaines de milliers d'années. Alors je sais, vous allez me dire, ok, mais concrètement, qu'est-ce que cette révolution mytholitique implique pour mon entreprise ? Alors je sais que je vais en choquer beaucoup, mais la première chose à bien comprendre, c'est que cette découverte est une révolution épistémologique majeure dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, nous avons tous appris à l'école l'histoire de l'évolution de notre espèce. Mais cette connaissance reste assez théorique et abstraite pour la quasi-totalité des 8 milliards d'êtres humains qui peuplent notre planète, comme elle était d'ailleurs pour moi il y a encore quelques mois. Et nous vivons encore dans une sorte d'amnésie collective héritée du néolithique, amnésie qui est à l'origine des nombreux dysfonctionnements sociaux, environnementaux et géopolitiques que l'humanité devra affronter au XXIe siècle. Ce qui va changer, c'est que ces mêmes 8 milliards d'êtres humains vont progressivement prendre conscience que ces histoires qui leur semblaient si intimes et si personnelles ne sont que la déclinaison des histoires que nos ancêtres communs partageaient il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Nous allons collectivement lever ce voile qui nous masquait notre origine commune. Et l'impact de cette prise de conscience va être massif et global. Car les histoires, et en particulier les histoires sur l'origine des histoires, ont un grand pouvoir, elles changent le monde. C'est ce qui permit à une poignée d'Arabes de changer le monde il y a 1400 ans et à une poignée de Juifs de changer le monde il y a 2000 ans. Comment ? Vous entendez un petit air messianique ? Mais cher monsieur, chère madame, ne me dites pas que vous n'avez pas perçu que cette évolution était déjà engagée depuis plusieurs années maintenant. Bon, j'imagine que vous n'avez pas lu le dictionnaire critique de mythologique de Jean-Loïc Lequellec et Bernard Sargent, que vous n'avez peut-être pas lu les mythologiques de Claude Lévi-Strauss ou le Coran des historiens ou même la Bible. Mais vous n'avez pas encore procuré le hors-série du Monde sur l'origine des mythes. Il est pourtant en vente libre dans toutes les gares et librairies de France. Eh oui, le coup est parti et bien parti. Et cette reconnexion à une histoire commune, vieille de 100 000 ans, aura de lourdes conséquences, en particulier sur l'histoire que votre entreprise raconte. Vous savez, l'histoire, ce fameux avantage compétitif ultime dont je vous parlais au début de cette vidéo. Car s'il y a une chose dont vous pouvez être sûr dans ce monde incertain, c'est que l'histoire que votre entreprise raconte va prendre une tournure de plus en plus paléolithique dans les années à venir. Que vous soyez adepte de la culture woke ou non, attendez-vous à toujours plus de discours d'égalité, de liberté, de fraternité, d'écologie et de réconciliation des différentes sphères du vivant. Et si vous voulez accélérer ce changement civilisationnel majeur, ça n'est pas compliqué, il vous suffit de partager dès maintenant cette vidéo auprès de votre entourage et sur vos réseaux sociaux. Le deuxième endroit où cette révolution mytholitique aura un impact sur votre entreprise, c'est sur son système d'information. En particulier sur son système de gestion qui va devoir embrasser une architecture radicalement nouvelle, conçue pour des relations et des échanges avec des humains qui auront une toute autre conscience anthropologique. Et aussi incroyable que cela puisse vous paraître aujourd'hui, cette technologie sera fondamentalement inspirée par nos connaissances en anthropologie. Son architecture s'appuiera sur une compréhension fine du rôle des rituels et des mythes dans la coopération humaine au Paléolithique, car c'est ce qui permettra à votre entreprise de retrouver cette immédiateté, cette simplicité des échanges et des collaborations avec ses partenaires et son écosystème qui lui permettront de répondre aux nombreux défis de la décennie à venir. Ça vous fait peur ? C'est normal. On a toujours peur face à l'inconnu, mais on se rend souvent compte petit à petit que ce n'était pas si monstrueux que ça en avait l'air. C'est d'ailleurs parce que ce changement majeur ne peut se faire sans accompagnement que j'ai créé Weova, afin d'accompagner chacun de vos collaborateurs et chacun de vos partenaires dans la prise en main du premier système de gestion conçu par un anthropologue.
Alors, je suis sûr que cette vidéo aura fait écho à des situations et des problématiques que vous rencontrez dans votre entreprise au quotidien. Au-delà du plaisir que j'ai à partager ce que je considère être une découverte anthropologique majeure, mon principal objectif est d'abord de contribuer, à la mesure de mes moyens, à transformer votre entreprise pour la rendre plus rapide, plus agile, plus ouverte. Pour cela, c'est simple, il vous suffit de me contacter sur LinkedIn en cliquant sur le lien ci-dessous et nous conviendrons ensemble d'un créneau de 30 minutes durant lequel j'identifierai avec vous les principaux leviers qui vous permettront d'avancer rapidement et concrètement dans cette voie. Mais n'attendez pas. N'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. À très vite.